Eh bien, écoutez, il est midi, je vous propose de démarrer. Très bien, Allons-y. parfait. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Anne-Marie Salvador, responsable marketing du pôle finance chez Fiducial et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'investissement en SCPI et plus particulièrement aux opportunités actuelles et aux critères à retenir pour sélectionner le ou les bons véhicules. Donc, avant de laisser nos intervenants partager leur expertise, je souhaitais aborder quelques points pratiques avec vous pour que vous puissiez profiter pleinement de ce webinaire. Première indication, vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment via l'onglet Q&R qui s'affiche quand vous survolez le bord de votre écran. Nos experts se feront un plaisir d'y répondre, dans un premier temps via le chat par écrit, puis à l'oral à la fin du webinaire. Deuxième information, à l'issue du webinaire, vous recevrez un email de suivi contenant le replay, nos coordonnées si vous souhaitez aller plus loin, ainsi qu'une très rapide enquête de satisfaction afin de connaître vos retours et continuer de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Philippe Migignac, directeur des partenariats au sein de Fiducial Gérance, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci Anne-Marie, bonjour. Je me présente donc Philippe Migignac, je suis directeur des partenariats chez Fiducial Gérance. Je vous remercie de vous être inscrits si nombreux pour suivre aujourd'hui ce troisième volet de notre série de webinaires, les dessous de la SCPI. L'objectif de ces 4 webinaires était d'avoir une vision différente du monde de la SCPI en mettant en lumière les métiers, les différents métiers d'une société de gestion comme Fiducial Gérance. Après, lors du premier épisode, un focus sur l'investissement et l'arbitrage, puis une approche ciblée sur la gestion immobilière de nos actifs et la relation avec nos locataires. Aujourd'hui, nous abordons une vision plus économique ou spécifique de ce monde de la SCPI avec comme thème quelles sont les opportunités actuelles en tant qu'investisseur et quels critères retenir pour sélectionner une bonne SCPI. Nous débuterons donc ce webinaire par un rapide point marché dans une activité très dynamique. Nous poursuivrons en abordant ce que nous appelons les métriques, avec dans cette partie beaucoup d'acronymes, mais le but sera justement de vous donner des définitions claires, précises et non trompeuses afin d'améliorer la compréhension de chacun. Et pour finir, nous présenterons, selon les convictions de chacun, les opportunités en SCPI, que ce soit par exemple en marché primaire, marché secondaire, néo-SCPI, SCPI historique, capital fixe ou capital variable. Pour nous accompagner aujourd'hui dans ce webinaire, Antoine Falump, directeur du fonds de management chez Fiducial Gérance, en charge donc de la gestion financière et de la stratégie pour chacune de nos SCPI. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Avec nous aussi Vincent Danis, conseiller en gestion de patrimoine, dirigeant fondateur du cabinet Savignan et qui a reçu début 2025 le prix pour l'expertise produit immobilier. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe et bonjour à tous nos auditeurs. Très bien. Alors Antoine, nous allons commencer. Je vous laisse faire ce rapide point marché de manière à mettre dans le contexte global le thème d'aujourd'hui. Très bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite revue succincte de l'environnement macroéconomique, car le marché est clairement en pleine mutation. Il évolue très rapidement et ça permettra peut-être de mieux appréhender les impacts et les conséquences sur le secteur immobilier. Donc déjà, je pense qu'il est important de dire, c'est que post-Covid, il y a eu un emballement de l'économie. Il y a eu un risque de surchauffe avec des taux d'inflation en 2021-2022 qu'on n'avait pas connus depuis les années 80, hein, très clairement. Et donc, il y a eu l'intervention de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a procédé à des hausses de taux, une dizaine de hausses sur 2022 et 2023. Ça s'était jamais vu en termes d'intensité. Et suite à cette action-là, il y a eu une stabilisation des prix. Et la BCE a commencé à réenclencher une politique monétaire, ce qu'on dit accommodante, notamment en procédant depuis à peu près 1 an et demi à des baisses de taux pour notamment redynamiser la croissance qui est un petit peu atone à la fois en France et en Europe.
Donc aujourd'hui, très clairement, avec les deux baisses de taux qu'on a eues depuis le début d'année, on a les taux directeurs ce qu'on appelle les facilités de dépôt qui sont retombés en dessous des 3% et du coup qui permettent de redonner un petit peu un bol d'air au secteur immobilier. Donc le secteur immobilier aujourd'hui, il est très financiarisé, hein. On raisonne vraiment en termes de ce qu'on appelle couple rendement-risque. Et il reste très tributaire justement de cet environnement de taux et de l'évolution de ce qu'on nomme la prime de risque. Donc, prime de risque en immobilier, c'est très simple, c'est le taux sans risque, souvent assimilé aux obligations du Trésor, l'OAT, le 10 ans français, aujourd'hui aux alentours de 3,3%, auquel on va rajouter une prime de risque. C'est-à-dire que l'investisseur, pour investir en immobilier, va exiger un rendement sans risque plus un delta de rémunération qui doit lui rémunérer son risque en termes d'obsolescence, de risque locatif et de risque géographique, juridique, etc. En quelques mots, Antoine, ça veut dire que plus on va aller chercher de la rentabilité, plus on va prendre de risques. Exactement. Il n'y a Voilà, il y a pas de gratuité. très bien. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2 ans, les valeurs des actifs immobiliers ont été quand même impactées par cet environnement complexe et les investisseurs, ils ont fait preuve d'attentisme, hein, et d'une manière générale, toutes les typologies, que ce soit bureau, commerce, hôtellerie, activités, ont été touchées, mais avec des cycles différents et avec des impacts à géométrie variable. On s'est cité l'exemple du bureau. On a eu le télétravail, une baisse de la demande placée, on a eu des évolutions de la part de la demande des utilisateurs avec de plus en plus de services, de demandes de conciergerie, etc. Pour qu'en fait, avec le télétravail, quand l'utilisateur revient sur son lieu de travail, il faut tout un environnement et un lieu de vie. En parallèle de ça, il y a une autre mutation, ce qu'on appelle le décret tertiaire. Donc globalement, ça instaure en fait une évolution majeure sur le secteur pour réduire justement l'empreinte énergétique, la consommation, pour les bâtiments tertiaires de plus de 1000 mètres carrés. Donc c'est absolument pas neutre parce que ça va induire notamment des dépenses d'investissement, ce qu'on appelle de CAPEX, nettement plus conséquents sur les années à venir. Donc tout ça, ça peut avoir aussi un impact d'un point de vue financier. Donc c'est aux sociétés de gestion, aux gérants notamment, de veiller à tout ça pour que ça soit bien orchestré et serré dans le temps. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'immobilier, aujourd'hui, reste une classe d'actifs à part entière, très diversifiante pour les investisseurs en termes de risque, de diversification du portefeuille, de rendement escompté également. Et l'atterrissage des valeurs qu'on a connu depuis à peu près 2 ans offre aujourd'hui de réelles opportunités. Et on voit notamment certaines opportunités passer sur des localisations Paris intramuros au-dessus de 5,5-6% de rentabilité acte en main, chose qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs années. Très bien. Vincent, par rapport à ce point marché, quels éléments importants tu pourrais retenir sur… Sur le marché, on voit quand même qu'il y a plusieurs catégories aujourd'hui de SCPI et qui dépendent des générations d'investissement qu'elles ont pu avoir. Et Antoine parlait des différentes classes et revenant sur le bureau et le télétravail, on voit que par exemple tous les immeubles de bureaux de plus de 20 000 mètres carrés aujourd'hui en première, deuxième couronne sont difficiles à valoriser. Et que pour toutes les SCPI qui en ont beaucoup en portefeuille, ça crée un point d'interrogation et une autre forme de prime de risque. Oui, Après, à l'inverse, dans ce marché où, comme le disait Antoine, on voit passer des opportunités, il est clair que les SCPI qui peuvent investir aujourd'hui vont investir à des emplacements de qualité et avec des taux de rendement dont on n'espérait pas voir revenir un jour ce niveau de taux il y a 5 6 ans. Donc là, celles qui investissent aujourd'hui constituent des patrimoines dans d'excellentes conditions. Et puis entre les deux, il y a peut-être une troisième catégorie, parce qu'il y a un point de marché important aussi, qui est la liquidité. La SCPI est un produit de rendement régulier, c'est un produit de long terme, mais il faut aussi à un moment donné que l'épargnant puisse récupérer sa mise et puisse en sortir. Et on a bien vu depuis 18 mois, 2 ans, qu'avec cette remontée des taux, on avait eu aussi un certain nombre d'arbitrages, notamment d'institutionnels, et qui avaient bloqué durablement le marché de certaines grosses SCPI. Donc ça, c'est un point de vigilance, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus ouais, tard. ouais. Après, Antoine, tu parlais d'atterrissage des valeurs. Alors, l'atterrissage des valeurs, c'est effectivement l'autorité de contrôle qui est l'AMF
qui impose dorénavant de faire des expertises tous les 6 mois des actifs détenus par les SCPI. Ce qu'on a pu constater sur les expertises de fin d'année 2024, c'est que après une stagnation des valeurs, les valeurs reprenaient des valeurs positives, ce qui donne une dynamique plus positive sur cette fin d'année 2024 et donc le début d'année 2025. Ouais, exactement. Donc effectivement, alors il y a encore eu un atterrissage des valeurs lors du premier semestre 2024 et au second semestre, on a commencé à avoir une stabilité, voire une légère recompression des taux, donc une évolution à la hausse des valeurs. Alors après, c'est un peu compliqué à aborder en 2 minutes, mais globalement, Non, mais l'évolution des valeurs dépend de plusieurs méthodes de valorisation, mais ce qui va impacter fortement les valeurs, ça va être bien évidemment l'évolution des taux, le contexte macroéconomique qu'on a abordé, mais également l'évolution de l'état locatif, toutes les actions qui sont réalisées par les équipes de property et asset management pour recommercialiser les actifs, les travaux réalisés pour aller chercher de la croissance incrémentale sur les actifs. Donc ça va être extrêmement prégnant pour la croissance des actifs. non, mais c'est pour donner une dynamique quand même positive sur le marché après quelques années ou mois où il y avait beaucoup d'interrogations qui pouvaient se faire. Donc, merci pour cette première partie point marché. Alors maintenant, vous allez, chers auditeurs, nous excuser des acronymes que nous allons utiliser, mais effectivement, on a l'habitude de critériser les SCPI à travers de certaines normes. Donc, c'était bien, je pense, aujourd'hui de les déterminer et que ce soit Antoine ou Vincent, de pouvoir, à votre avis, donner quelles étaient ces métriques-là dont il fallait tenir compte pour analyser et choisir une ou plusieurs SCPI. Ok. Antoine? Très bien. Alors effectivement, à prime abord, on peut vite être un peu perdu dans tout le fatras des indicateurs disponibles, hein, parce que même pour les gens du métier, ça peut être vite compliqué. Donc nous, l'idée ici, c'est vraiment de s'efforcer de vous dresser les principaux indicateurs qui sont à nos yeux importants de regarder. Alors ça sera une liste absolument pas limitative, hein, mais ça donnera déjà premier volet en clé de lecture. Premier indicateur peut-être, c'est le taux d'occupation financier, donc ce qu'on appelle le TOF. Donc concrètement, ça correspond aux loyers facturés qui sont rapportés au total des loyers facturables, dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine est louée. Donc globalement, vous avez un taux d'occupation financier de 90%, ça veut dire qu'on facture 90% du potentiel du patrimoine. Et on estime que sur des taux d'occupation financier entre 90 et 95%, on est plutôt à des niveaux extrêmement satisfaisants au niveau d'une SCPI ou d'un véhicule en gestion. Il peut avoir certains biais, notamment parce qu'on peut retraiter les franchises, etc., mais c'est quand même un très bon indicateur. Cet indicateur-là, je pense que c'est intéressant de le compléter par ce qu'on appelle le taux d'encaissement. Alors ça, c'est une métrique qui est peut-être un petit peu plus compliqué à trouver parce que les sociétés de gestion ne le communiquent pas forcément, mais c'est une métrique extrêmement importante. Et globalement, c'est le poids des loyers réellement encaissés. Le reste, ça va être les impayés, les contentieux et peut-être les loyers qui sont mensualisés, du coup, qui arrivent avec un petit peu de décalage dans le temps. Troisième indicateur, Alors, attends, juste 30 secondes pour mettre en valeur un peu l'action de la gestion immobilière aujourd'hui chez Fiducial oui, Gérance. On peut constater qu'aujourd'hui, sur les SCPI gérés par Fiducial Gérance, les les TOF et les taux d'encaissement convergent et sont tous au-dessus de 95%, avec certains qui sont à 97 ou 98. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on gère bien nos actifs et on récupère des loyers pour justement pouvoir verser des dividendes et servir les associés qui nous ont fait confiance. c'est exactement ça, tout à fait. Donc justement, on en vient au taux de distribution. Donc ça, c'est la métrique, je pense, qui va être regardée de très très près, notamment par les conseillers en gestion de patrimoine.
Donc globalement, ça correspond au ce qu'on appelle le rendement courant. Donc ça va être la somme des dividendes, les plus-values qui vont être versées sur l'exercice, rapportées au prix de souscription pour les SCPI à capital variable. Et globalement, bah, voilà, un taux de distribution à 5%, bah, ça vous fait une rémunération de 5% sur l'exercice réalisé. Donc, ce taux de distribution, c'est le rendement courant, c'est la métrique qui va être vraiment regardée de très très près parce qu'une SCPI, c'est ce qu'on appelle un véhicule de rendement. Donc, on collecte des loyers, on paye les charges et on redistribue tout ou partie du résultat aux associés. Et ce taux de distribution, on peut le compléter avec ce qu'on appelle le rendement en capital, qui va être assimilé à la variation du prix de la part. Donc, globalement, vous souscrivez à un prix de part et vous revendez après 8, 10 ans, voire plus, vos parts de SCPI. Et l'évolution du prix de part, donc il peut avoir des baisses de valeur comme on a connu sur les 2 dernières années, sur bon nombre de véhicules sur le marché, qui est le reflet de la baisse des valeurs d'expertise, notamment, ou des hausses de prix de part, comme on l'a eu notamment sur Selective Pierre 2, sur les 2 dernières années. Donc ça, c'est un rendement important. Et le fait d'avoir le rendement courant, le taux de distribution et de l'autre côté, le rendement en capital, bah, les deux, ça va contribuer à ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne. Et ça, globalement, c'est un taux annualisé sur la durée de votre placement. Donc, globalement, vous placez votre argent dans une SCPI pendant 10 ans. Si vous avez un TRI affiché de l'ordre de 7%, ça veut dire qu'en moyenne, chaque année, votre performance annualisée a été de 7% par an. Et à mes yeux, en tout cas, c'est la métrique financière la plus fondamentale, en fait, à regarder. Et là, On et a, là, et là encore, l'organisme qui recueille l'ensemble de ces TRI sur la place, qui s'appelle l'IEIF, et selon ces sources-là, sur le top 6 des TRI à 10 ans des SCPI à capital variable, figurent 3 SCPI gérés par Fiducial Gérance, que sont Selecti Pierre 2, Logipierre 3 et Pierre Expansion Santé, qui montre que chez Fiducial Gérance, on sait gérer sur du long terme les actifs immobiliers. ok. Point aussi important, c'est d'analyser tout ce qui est réserve distribuable. Donc ça, malheureusement ou pas, il faut aller regarder un petit peu les rapports annuels, les communiqués, les bulletins trimestriels d'information qui sont publiés par les sociétés de gestion. Et typiquement, les réserves distribuables, il y a deux composantes. Il y a la composante qu'on appelle le report à nouveau, le RAN. Donc globalement, ça correspond à tout le résultat qui a été mis en réserve et qui n'a pas été distribué. Et l'autre partie de la réserve distribuable, c'est ce qu'on appelle les plus-values immobilières qui vont être générées par la vente des actifs. Et le cumul des deux, réserve distribuable, donc report à nouveau et plus-value, ça va constituer un peu le matelas qui permet de compléter le taux de distribution du véhicule. Un autre point qu'on peut regarder également, c'est la liquidité des véhicules. On l'abordera, je pense, dans la troisième partie sur les opportunités. La liquidité des véhicules, elle peut être complexe à appréhender. Il y a deux niveaux. Il y a à la fois à l'actif et au passif. Donc, à l'actif, la liquidité des véhicules, ça va être au niveau des immeubles, en fonction de l'emplacement, de l'état locatif, du rendement de l'immeuble. Si vous avez un rendement à 7% sur un immeuble, il va être sans doute peut-être sur une zone peut-être un peu moins, avec un marché un peu moins profond, un peu plus complexe. Si vous êtes sur du Paris intramuros, vous allez être normalement avec des taux de rentabilité un peu plus, ce qu'on dit sec, un peu plus faible, parce qu'il y a un état locatif, une profondeur de marché qui fait que l'actif, s'il est vacant demain, il va se recommercialiser plus facilement. Donc ça, c'est à l'actif. Et la liquidité au passif, ça va être notamment au niveau des investisseurs. Est-ce que, par exemple, il y a des parts en attente sur le véhicule? Et combien de temps pour résorber ces parts? Et si je souhaite sortir, justement, est-ce que j'ai une prime ou pas? Et peut-être encore deux. Un dernier, Antoine, parce qu'il faut l'heure tourne Un et on dernier, va on va donner la faire parole aussi à Vincent. exactement. Alors, ce qu'on appelle, c'est pas un mot savant, le potentiel de réversion, c'est globalement, vous avez un loyer sur un immeuble. Est-ce que ce loyer pratiqué est en ligne avec le loyer de marché? Ça, c'est fondamental. C'est assez compliqué à trouver. Il faut analyser de manière granulaire tous les actifs en portefeuille. Mais globalement, voilà, je pratique un locataire, un loyer. Est-ce que ce loyer est en ligne avec le marché? S'il est surévalué, ça veut dire que j'ai un potentiel de réversion négatif.
Donc, ça veut dire concrètement que le jour où le locataire part, bah, potentiellement, je vais perdre du loyer demain. Et à contrario, si mon loyer est sous la valeur de marché, bah, potentiellement, si le locataire est amené à partir, je peux aller chercher de la valeur complémentaire sur l'actif. Et ça, c'est vraiment fondamental en immobilier. Et tout ça, c'est le jeu notamment des indexations avec bah, les loyers qui sont indexés, qui permettent notamment bah, de bénéficier pleinement de l'inflation. Très bien, merci Antoine. Vincent, votre vision CGP Alors, de... je vais compléter un peu ce qu'a dit Antoine, voilà, parce que nous, la difficulté et l'art du métier de sélectionneur de SCPI, ça va pas être de s'attacher simplement aux performances passées et mesurables, mais d'essayer d'identifier quels sont les potentiels futurs. Et donc, de fait, nous, on va assez peu regarder le TRI, sauf si on considère que les performances passées préjugent des performances futures. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des hausses de prix de part, mais elles ont été modérées, elles n'ont fait qu'accompagner la revalorisation du patrimoine, et elles n'empêcheront pas dans le futur d'avoir de nouvelles hausses. À l'inverse, si une SCPI vient d'augmenter son prix de part de 10%, ben, on se dira juste qu'on aurait mieux fait d'investir avant et qu'il est peut-être un peu trop tard pour aller dessus, même si son TRI est très bien valorisé à présent. Donc le premier point dans les indicateurs permanents que je rajouterais, pour moi, c'est vraiment faire la distinction entre la valeur et le prix. C'est-à-dire à quel prix de souscription on peut entrer aujourd'hui et pour quelle valeur de patrimoine. Mm. Et en regardant cette valeur de patrimoine au regard de la valeur de réalisation, c'est-à-dire la valeur à la vente du patrimoine, et non pas la valeur de reconstitution qui est un petit peu la valeur à l'achat et qui celle qui porte une contrainte réglementaire par rapport à la liberté de fixation du prix de souscription. Pourquoi cette valeur de réalisation? Bah, parce que dans un passé récent, on a pu voir des divergences entre ces deux valeurs à l'achat ou à la vente. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de lire l'évolution de la valeur de réalisation, ce que vaut le patrimoine et à quel prix de souscription on peut aujourd'hui y accéder. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les réserves, puisque ce qui va nous intéresser, c'est bien de voir quelles vont être les capacités d'une SCPI à tenir ses prévisions de rendement. Et on va faire une recherche de cohérence pour aller bien regarder, par exemple, si les derniers investissements ont des rendements qui sont en phase avec les rendements servis jusqu'à présent, si les rendements locatifs perçus couvrent la totalité du revenu distribué, ou bien si on est allé ponctionner d'autres ressources pour continuer à entretenir un rendement présumé stable. Et dans ces perspectives-là, bah, le fait de disposer d'un report à nouveau important, c'est le cas par exemple de l'EJPR 3 chez Fiducial Gérance, bah, ça laisse supposer que le maintien du dividende pourra se faire pendant un certain temps. bien sûr. Ça, c'est les indicateurs permanents et je compléterai par des indicateurs vraiment apparus depuis 18 mois, 2 ans, et en allant par exemple se focaliser sur la politique d'endettement d'une SCPI. Regardez quelle est la maturité de la dette. Une SCPI qui a soutenu sa performance pendant des années de taux très bas en ayant un recours massif à l'endettement, bah, aujourd'hui, elle va se trouver en phase de refinancement de cette dette. Et même si elle a eu de très bonnes performances passées, des rendements très satisfaisants, Mm. en fait, le fait simplement d'alourdir sa charge de revenu, sa charge financière en refinançant sa dette, ça va compromettre sa distribution future. Et autre point de vigilance très particulier, multi-société de gestion en 2025, c'est la fourchette de distribution communiquée de manière prévisionnelle par les sociétés de gestion. Parce que pour certaines SCPI qui ont très peu collecté, il y a un problème de liquidité, mais au sens propre, un problème de cash. C'est-à-dire qu'en ayant peu collecté, on n'a pas beaucoup de cash dans la SCPI. Pour autant, il y a des engagements passés en matière de travaux. Il y a des refinancements de dettes à effectuer qui vont coûter plus cher. Et on a commencé à voir depuis le début de l'année des sociétés de gestion qui tapaient dans la distribution pour tenir leurs engagements. Donc soyez très vigilants, non seulement sur l'indexation des loyers, ça on le voit, mais aussi sur cette prévision et d'essayer de comprendre ce qu'elle traduit dans les actes de gestion de la SCPI. Bon, très bien. Je voulais parler de l'endettement, mais c'est bon, ça a été fait. Donc, très bien. Dernier chapitre de notre webinaire, parce que le temps passe, effectivement. Alors, j'avais parlé avec les convictions de chacun, mais ça revient un peu sur ce que nous venons d'évoquer, pardon. C'est aujourd'hui, quels sont les critères à retenir pour sélectionner une bonne SCPI en fonction de ses convictions.
en fonction des opportunités qu'il peut y avoir aujourd'hui aussi. Et surtout, je pense qu'on va aborder plus largement en termes d'allocation, puisque de plus en plus, on va plus investir sur une seule SCPI, mais aller choisir un panel de 2, 3, 4 SCPI de manière à pouvoir diversifier et sur les thématiques et sur les sociétés de gestion l'investissement du futur associé. Vincent, je te donne la parole, cette fois-ci en premier. Oui, bien, alors effectivement, l'allocation SCPI, c'est une grande nouveauté depuis 2 ans et qui est bien heureuse parce qu'on peut utiliser la granularité de la SCPI en se disant pour un montant d'investissement donné, quel qu'il soit, il y a un avantage à raisonner en termes de portefeuille et à venir associer plusieurs types de SCPI. Mhm. On va pouvoir prendre des SCPI très patrimoniales, type Selectipière 2, avec un patrimoine immobilier très pari intramuros et qui va assurer un socle de valorisation moyen-long terme. On peut trouver des nouvelles SCPI qui affichent des rendements, alors parfois un peu stratosphériques, mais souvent, heureusement, en ayant la bonne idée de mentionner que c'est un rendement qui ne se reproduira pas les années futures. Mais sur une nouvelle SCPI, on ne connaît pas le patrimoine dans lequel on investit. On connaît 10 ou 20% de son patrimoine. Et pour les 80-90% restants, c'est une carte blanche donnée au gérant. Donc là, il y a aussi une forme de prime de risque et de risque embarqué. On est un petit peu sur un raisonnement high yield en matière obligataire. On a un rendement probablement élevé, mais un risque élevé et qui dépend aussi de la capacité de la jeune SCPI à investir au rythme de sa collecte. Le fait de raisonner en allocation, ça permet d'avoir des SCPI donc au patrimoine déjà constitué, d'y associer des SCPI au patrimoine en cours de constitution, d'aller sur des thèmes d'investissement plus résilients ou décorrélés les uns par rapport aux autres. Investir sur le secteur de l'hôtellerie post-Covid, bon, on a vu que c'était plutôt une bonne idée. J'ai bien dit post-Covid. Les SCPI e-commerce se portent pas trop mal. La logistique a eu le vent en poupe. Maintenant, les prix sont bien montés. En tout cas, on peut faire une allocation SCPI, y compris en introduisant par exemple des SCPI santé, mais toujours en allant regarder les indicateurs fondamentaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette différence entre la valeur et le prix, en quoi les performances passées préjugent-elles les performances futures, et si on se retrouve embarqué dans un produit long terme en l'ayant acheté en haut du marché, c'était peut-être une mauvaise idée. Donc c'est beaucoup plus intéressant de se dire, il y a des secteurs qui sont sains, qui vont l'être durablement, des endroits où il y a des demandes locatives, des actifs qui n'obéissent pas tous au même cycle, au même rythme, et on peut associer tout ça dans une allocation de la même manière que sur un portefeuille d'actions en bourse, on n'irait pas mettre une seule action, mais on ferait une diversification. Alors certes, en ayant plus de facultés à changer au fil du temps que dans un portefeuille SCPI. Mais c'est aussi par cette raison d'avoir un choix qui va durer longtemps qu'il faut être très soigneux dans son allocation. Je reviens sur un point qui est important, c'est que je crois que c'est Antoine qui mentionnait tout à l'heure que euh, certaines des données, par exemple les loyers de réversion, n'étaient souvent pas disponibles. Et dans le travail de sélection du CGP, pour moi, il y a un rôle aussi très important à jouer qui est d'aller interroger les sociétés de gestion sur les données qui ne sont pas nécessairement publiées, mais qui seraient utiles de connaître pour justement venir affiner ces critères de sélection et bien comprendre quel est le risque réel dans lequel on va accompagner les épargnants. Pour donner un exemple, on a commencé à voir apparaître aussi des idées de notation des locataires sur la solvabilité des locataires, la capacité à pouvoir payer leur loyer. C'est parfois une bonne idée si ça évite des entreprises qui vont se retrouver en redressement ou des chaînes de magasins Ouais. qui vont être en faillite. Mais attention, parfois la qualité du locataire ne suffit pas. Il peut y avoir des sociétés du CAC 40 qui ont 3 immeubles de bureaux en région parisienne confiés à 3 sociétés de gestion différentes comme propriétaires et qui sont en phase de réflexion sur une rationalisation de leur patrimoine immobilier. Si c'est le cas, tout en étant des locataires de premier plan, bah, il est probable qu'il y aura une ou deux des SCPI qui vont souffrir de cette rationalisation. Mm. Donc il y a énormément de choses à regarder, mais la chance, c'est que non seulement il y a énormément de données publiées dans les SCPI, mais en plus, quand on pose des questions aux sociétés de gestion, elles y répondent assez volontiers. Alors, effectivement, c'est le vrai travail d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est justement cette analyse des différentes SCPI pour apporter
un conseil et des solutions qui vont être adaptées en fonction des profils des clients. Et effectivement, c'est la chance aussi du monde de la SCPI qui agit en transparence à travers des bulletins trimestriels, à travers des rapports annuels et des assemblées générales, il y a les données qui sont mises à disposition et des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi de l'ensemble des associés. Et c'est ça qui est vraiment très, très agréable dans ce milieu, c'est d'agir en toute transparence. Alors, je vais rajouter justement un point, parce que dans les critères, ça c'est plutôt qualitatif, mais la qualité de la communication de la société de gestion, on a pu mesurer combien depuis 18 mois, 2 ans, c'était un critère important. On a des sociétés qui ont été transparentes tout au long de la remontée des taux, et ça facilite le suivi, et d'autres pour lesquelles on a découvert assez tard qu'en fait, elles auraient dû communiquer différemment beaucoup plus tôt. Bon, un peu d'autosatisfaction, je pense qu'on a fait partie de la première catégorie. Antoine, est-ce que tu as des éléments à nous fournir sur cette partie-là Non, bah, avant de passer aux questions? je rejoins pas mal ce qu'a dit Vincent. Effectivement, je dirais que le point fondamental, c'est la diversification du portefeuille. Donc, une SCPI, elle dispose par essence d'une diversification en termes de locataires, de localisation, de typologie. Donc, après, il y a des SCPI thématiques, il y a des SCPI très spécialisées en termes notamment de typologie. Mais la diversification, c'est fondamental. Après, chaque véhicule a ses spécificités. Donc ça, faut vraiment raisonner en termes d'allocation d'actifs. Et là-dessus, tout dépend vraiment du profil de l'investisseur, de son horizon de placement, même si la SCPI, c'est un placement à long terme. Ça dépendra aussi de son portefeuille actuel. Ce qui est important, je pense, et ce qu'il faut le rappeler, c'est qu'il faut prendre le temps et le soin de lire les rapports annuels, les communiqués de presse, les bulletins trimestriels communiqués par les sociétés de gestion, parce que c'est une manne d'informations extrêmement importante. Après, pour le choix des véhicules, je pense qu'effectivement, il y a deux types de critères à regarder, hein. Les critères quantitatifs, alors là, ça peut être, voilà, comme on les a évoqués, le track record, le taux de distribution, le TRI, donc, notamment le niveau des réserves, etc. Et aussi l'aspect des critères qualitatifs sur la société de gestion, la proximité avec les locataires, est-ce que le property management est internalisé, les équipes sur place, enfin ça c'est extrêmement important. Et après, il ne faut pas non plus raisonner en se disant, tiens, cette SCPI, elle procure un rendement de 7-8% et du coup, bah, elle est mieux que les autres. C'est vraiment analyser le portefeuille et le couple rendement-risque. Un actif qui rémunère et qui capitalise à un taux plus élevé, c'est qu'il y a un risque sous-jacent qui est plus élevé. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, au-delà de la qualité des équipes, couple rendement-risque, associé qui doit être considéré et notamment on regarde l'état locatif. Et peut-être un dernier point, voilà, ce qu'il faut aussi regarder, on n'a pas trop évoqué pendant ce webinaire, mais il y a quand même une grosse différence entre les SCPI à capital fixe et à capital variable. Donc ça fait partie de la liquidité des produits. Souvent sur les SCPI à capital fixe, il y a une prime d'illiquidité donc qui se reflète avec un prix transacté nettement en dessous de la valeur de réalisation, comme Vincent l'a rappelé. Et pour les SCPI à capital variable, ben voilà, faut analyser les opportunités qui peuvent être sur le marché primaire, prix de souscription classique, et également sur le secondaire avec des ventes en gré à gré. Donc, voilà. Et après, Ok. dernier point peut-être, voilà, ce qui est important, et nous, ce qu'on réalise chez Fiducial Gérance, c'est notamment des comités risques trimestriels, où on va analyser de manière très granulaire le risque de concentration des locataires, d'exposition, des états locatifs, les évolutions des dettes, les chocs de taux, les stress tests. Donc tout ça, c'est extrêmement ouais, c'est beaucoup de travail, mais c'est extrêmement important pour gérer au mieux le risque des sous-jacents. Très bien, parfait. Il est 12h34, donc on va passer aux questions qui nous ont été posées. Une première question, quel est le niveau de réserve distribuable qui est considéré comme bon en pourcentage de la capitalisation, en montant par part? Vincent, peut-être, toi, quel est… En données librement accessibles, le report à nouveau, bah, pour moi, il faut qu'il y ait 2 à 3 mois de report à nouveau.
S'il y en a moins, il faut comprendre pourquoi et s'il n'a pas été fonctionné pour garder le dividende des 2 ou 3 années passées. Et s'il y en a plus, il faut aussi comprendre pourquoi et voir si c'est une sécurité pour l'avenir ou bien si ça traduit une anticipation d'autres choses vues par la société de gestion. Ça, c'est Mhm. pour la partie revenu. Plus difficile à obtenir, mais important également, les provisions pour travaux ou les plans de travaux réalisés par la SCPI. Est-ce qu'il y a déjà des réserves qui ont été dotées? Est-ce qu'elles sont conséquentes? Est-ce qu'elles permettront de faire face? Surtout, regarde ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est des problèmes de cash qu'ont aujourd'hui certaines SCPI et qui vont avoir des choix à faire entre distribution court terme ou entretien du patrimoine pour le valoriser à moyen long terme. Mm. Donc ça fait aussi partie des réserves. Et les réserves qu'on regardera le moins, sauf dans un cas particulier, je vais quand même le préciser, ce sont les plus-values qui ont été réalisées et qui parfois font l'objet d'un versement régulier sur plusieurs années. Et là, le point d'intérêt que ça peut revêtir, c'est quand on imagine la SCPI sous une souscription en démembrement temporaire en tant que nu propriétaire, puisque selon certaines sociétés de gestion, c'est bien le nu propriétaire qui va percevoir dans ce cas-là les revenus issus de parts de plus-value, et ça peut faire une clé de répartition généralement à son avantage. Exactement. Exactement. Alors ça, c'est effectivement le cas notamment sur nos SCPI que sont Selecti Pierre 2 et Pierre Expansion Santé, où on a un volume de plus-value à distribuer et qui est distribué de manière régulière chaque année. Euh, et à noter aussi que les dividendes distribués en 2024 pour nos SCPI ont été en augmentation tout en augmentant les reports à nouveau de chacune de nos SCPI. Donc, on reste dans cette dynamique de bonne gestion et de distribution en augmentation. Alors, une autre question, Antoine, c'est avez-vous une vision des taux de distribution pour l'année 2025? Parce que nous, quand on parle de taux de distribution, on parle de ceux de l'année 2024 Oui. et 2025. Donc, c'est une vision à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut donner des éléments par rapport à ça? Alors nous, effectivement, lors des conseils de surveillance, notamment, on présente les projections financières hein, sur l'exercice projeté. On peut dire qu'en termes de taux de distribution projeté, on devrait être dans l'épure de ce qui a été fait sur 2024. Donc en gros, ce qui est important, c'est stabilité des revenus locatifs. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, sauf choc de marché spécifique, dégradation de la conjoncture à outrance, je sais pas, barrière douanière avec les États-Unis et autres, mais globalement, on devrait être assez aligné sur 2024, ou en tout cas à ce niveau-là, on est assez confort. Après, le taux de distribution, il peut toujours être réajusté avec ce qu'on a parlé des réserves distribuables, avec un petit boost via de la plus-value ou le report à nouveau qui permet de compenser si, par exemple, il y a eu un petit pépin particulier sur défaut d'un locataire ou autre. Donc ça, ce qui est important, c'est vraiment la mutualisation des risques. Donc en termes, pour revenir à votre question, pour les projections financières en termes de 2025, on devrait être plus aligné sur 2024 avec des taux de distribution qui vont tourner aux alentours de 5%. Ok, très bien. Vincent, la vision plus large, puisque nous, on parle de ce qu'on gère donc, et de ce qu'on maîtrise, sur le marché, votre vision de l'évolution des taux sur 2025, Ah, des taux des de taux de distribution. distribution. Ah oui, bah là, les taux de distribution, on est un peu dans la surenchère, notamment parce qu'il y a 18 nouvelles SCPI qui ont été créées depuis un an. La plupart du temps avec 6 mois de délai de jouissance, c'est-à-dire avec un certain temps avant de percevoir les premiers dividendes, et parfois avec des premières acquisitions faites rapidement et qui se retrouvent relutives. Donc on peut voir afficher des taux à 9, à 10, au-dessus de 10, bah, qui préjugent certes d'un très bon rendement versé au très petit nombre de souscripteurs fondateurs qui ont eu la chance d'être là dès le début, mais Avec pour des les... parts qui valent moins cher que celles Oui, que du prix définitif, surtout. mais sur un investissement long terme, on va vraiment s'intéresser à l'investisseur vu d'aujourd'hui. Et là, la première chose à regarder, c'est vraiment ce rendement affiché, distribué, ou on pourrait dire même prévisionnel pour 2025. Est-ce qu'il est cohérent par rapport aux premiers investissements qui ont été effectués, qui, eux, traduisent la capacité d'un dividende régulier à un niveau beaucoup plus fiable? Exactement.
Donc, on trouve des SCPI à plus de 6, on trouve qui vont probablement rester durablement à plus de 6. Mais après, je reviens sur la comparaison obligataire. On n'achète pas de l'investment grade au même taux de rendement que du high yield. Il faut vraiment regarder les localisations où sont effectués ces investissements. Moi, je n'aime pas quand dans une SCPI, je découvre une localité dont je n'avais jamais entendu parler au travers d'une acquisition. C'est peut-être un endroit formidable et l'immeuble est loué, c'est très bien, mais le jour où le locataire s'en va, je suis incapable de dire s'il y a un potentiel de relocation et à quel niveau au même endroit. Mhm. Donc il y a Non, non, mais c'est pour aussi ça que cette part de risque qui se retrouve. Et le fait d'avoir 18 concurrents nouveaux, probablement on va continuer à avoir beaucoup de communication autour des SCPI nouvelles. Et pour moi, le bon critère, ce n'est pas SCPI nouvelle ou SCPI ancienne, c'est bien plutôt les SCPI qui vont être capables d'investir dans un marché où il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et il y a quand même beaucoup de vendeurs et voire des vendeurs contraints. l'AMF, d'ailleurs, par rapport à ces taux de distribution, et notamment des taux de distribution annoncés sur des SCPI qui venaient de se créer, a mis aussi à alerter sur le fait qu'il fallait encadrer et qu'on ne pouvait pas communiquer trop rapidement par rapport à une création quelques mois avant la fin, avant la fin d'un exercice. Alors, j'ai une question, c'est pour ce qui concerne les réserves des travaux. OK, il faut les regarder. Donc, ça, c'était la vigilance de Vincent. Mais a-t-on facilement une vision sur ces travaux futurs à réaliser? Mhm. Alors, sans trop rentrer dans le détail, déjà, il faut distinguer les types de travaux. Donc, travaux d'entretien courant, les travaux de gros entretien et les travaux d'investissement. Donc, nous, on met en place des plans quinquennaux, un plan sur 5 ans projetés. Nous, on est plutôt en approche assez conservatrice là-dessus. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a quand même beau nombre, notamment parce qu'on gère pas mal de commerces pieds d'immeubles, d'actifs qui sont sous le régime de la copropriété. Donc, il faut que ces travaux soient votés, lancés, appel d'offres avec les prestataires. Et du coup, il peut y avoir un décalage temporel entre la provision effective et le paiement effectif. Donc ça peut être quand même assez sensible. D'une manière générale, du coup, nous, on va suivre de très très près tout ce qui est taux de réalisation des travaux. Donc typiquement, on budgétise, je ne sais pas moi, 3 millions de travaux. Bah, si on en réalise 1,5 million, on a un taux de réalisation de 50%. Ça peut paraître anormalement faible, mais en fait, ça dépend de la situation spécifique des actifs. Mais Mais ce qui est après, important, c'est de provisionner et budgéter ces travaux pour ne pas avoir de trous dans la raquette. voilà. Mais après, effectivement, les travaux dans le détail, immeuble par immeuble, on ne les aura pas. Mais par contre, dans les rapports annuels, on aura les données dont tu viens de parler, que sont la provision pour les exercices à venir et le réalisé de l'exercice clos. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, on peut trouver en tout cas cette thématique dans les rapports annuels. Et peut-être un Euh, dernier point, voilà, faut regarder le montant en valeur absolue. Mettons, allez, 5 millions de travaux, ça peut paraître beaucoup, mais il faut rapporter ça à la valorisation globale du patrimoine. On pourra vraiment se fixer l'ordre de grandeur sur ce que ça représente. Est-ce que c'est 2% des loyers quitancés, 5%? Et ça permet quand même d'affiner de manière précise la projection. Très bien. Pour finir sur une note positive, j'espère, Vincent, est-il temps d'acheter des SCPI? Alors, les SCPI ont un immense avantage dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'elles ne sont pas soumises aux droits de douane américains. Et donc, quand Donald se prend pour Picsou, ça crée beaucoup de perturbations sur les marchés financiers. On l'a constaté. Il y a des moments où il faut savoir investir avant que les médias ne communiquent sur le sujet. Donc, quand on est dans une situation où on a connu une crise depuis 18 mois, les taux commencent à baisser, on voit qu'il y a des opportunités du patrimoine qui se constituent dans de bonnes conditions, c'est probablement un bon moment pour investir et un bon moment pour revenir pour les gens qui étaient partis il y a 18 mois de l'investissement Pierre, vers ce type d'investissement qui a aussi pour avantage de procurer en régime normal des revenus indexés sur l'inflation. Et donc, dans une période qui peut être inflationniste du fait, par exemple, des droits de douane, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir une partie de son épargne investie là-dedans. Et moi, je conseille vivement d'y revenir.
en ayant aussi pour vœu pieux de voir réapparaître en unité de compte de contrat d'assurance vie. Je ne sais pas s'il y a des assureurs parmi les gens qui nous écoutent, mais des assureurs qui référencent des SCPI que l'on aimerait bien sélectionner, On fera passer le pas les message. SCPI dont on se désintéresse aujourd'hui. On fera passer le message. Bon, écoutez, il est l'heure de clôturer ce troisième épisode. Vincent et Antoine, je vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que les explications qu'on aura pu apporter donneront des éléments complémentaires dans la réflexion, puisque l'auditoire est composé à la fois d'investisseurs, à la fois de conseillers en gestion de patrimoine. Donc j'espère que les éléments qui auront été donnés donneront une bonne vision des SCPI en général et des SCPI gérés par Fiducial Gérance en particulier. Que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine qui sont disponibles pour leurs clients et nous, chez Fiducial Gérance, disponibles pour les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent avoir plus d'informations sur les solutions qu'on est à même de proposer. Donc, une nouvelle fois, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux d'avoir participé. Le 15 mai prochain, nous aurons le 4e épisode de ces webinaires avec une approche plutôt investisseur, mais côté associé, déjà détenteur de parts, avec comme thématique quel avantage de devenir associé. Je serai accompagné par Élodie Gallet de chez Fiducial Gérance, qui est responsable de la relation client. Et on aura avec nous un membre d'un conseil de surveillance qui viendra nous expliquer sa vision d'associé un peu particulière en tant que membre du conseil de surveillance. Donc, je vous souhaite à chacun une très belle journée et au plaisir de se retrouver très vite le 15 mai. À très vite. Au revoir.